bienvenue dans ce 43e numéro de Terre de l'Aube, un rendez-vous mensuel réalisé, vous le savez, en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Vous utilisez peut-être chez vous des lampes basse consommation, vous avez peut-être remplacé votre chauffage au fioul par un poêle à bois. Bref, la tendance est aux économies d'énergie et à l'utilisation de matériaux plus écologiques. Aujourd'hui, nous allons voir que le monde de l'agriculture n'y échappe pas. Place au sommaire. Une agriculture durable, en quoi cela consiste? Conseil régional, ADEME et Chambre d'agriculture de l'Aube travaillent ensemble pour que cela devienne une réalité. La Chambre d'agriculture connaît bien les acteurs, donc des agriculteurs. Elle connaît le milieu rural, elle connaît le contexte, elle connaît les techniques. Donc évidemment, pour approcher le monde agricole, je pense qu'il n'y a pas un meilleur interlocuteur. Comment passer d'une gestion comptable à une gestion comptable et environnementale? Nous découvrirons la mission diagnostic énergétique de la Chambre d'agriculture qui permet d'avoir une autre vision du bilan d'une exploitation. Surpris, oui, au niveau de l'importance de certains postes, notamment les fertilisants, qui représentent près de 70% de la consommation énergétique de l'exploitation. Et si les déchets et coproduits agricoles servaient de source d'énergie? Un rêve? Non, une réalité. Nous verrons quelques exemples dans l'Aube. La source, elle va venir donc de tout ce qui est déchets de taille. On doit normalement pouvoir mettre également nos piquets en bois dans les rayons d'Andin. Puis également tout ce qui, quand on arrache des vignes, bon on n'arrache pas des vignes non plus tous les ans, mais quand on arrache tous les 5 ou 10 ans, ça fait un apport assez important de matériaux. Après on pourra éventuellement compléter nos apports avec des achats de bois déchiquetés qui vont se mettre en place là dans l'année. Agriculture et énergie, est-ce que ces nouveaux débouchés permettent de créer des emplois? L'Aube est-elle en avance dans ce domaine? Réponse avec nos invités. Et ils sont trois invités pour évoquer agriculture, énergie. On commence peut-être avec vous, François Ziezer. Vous êtes élu de la Chambre d'agriculture de l'Aube et notamment vous êtes référent dossier énergie, ça tombe bien. Alors Fabrice évoquait en début d'émission le contexte général et les économies d'énergie. C'est en vogue et c'est aussi le cas dans l'agriculture. Alors pour le monde agricole, il y a quand même une échéance importante, c'est la PAC en 2013 et on a vu que la commission de Bruxelles évoquait 10 points, notamment un qui conditionne les aides aux performances environnementales. Est-ce que ça veut dire que les agriculteurs au bois se préparent déjà à ce type d'obligation en quelque sorte? Effectivement, dans les propositions qu'on a reçues au mois de novembre de la part de la Commission, certaines sont, disons, liées à la performance environnementale des exploitations. Bon, c'est à la fois peu nouveau parce que ça existait déjà un petit peu aussi au sein de la PAC actuelle. Mais bon, le contexte est encore un peu pas très précis, donc on attend de voir un petit peu. La profession est vigilante et surtout aussi en réflexion permanente sur ce sujet, parce que c'est quand même un point clé, disons, pour l'agriculture. Et je pense que la profession fera également des propositions dans ce domaine. Bon, c'est vrai qu'avec les aides de la politique agricole commune, les conditionnalités, on la connaît quand même déjà depuis pratiquement 20 ans. Donc c'est vrai, avec une progressivité assez importante. Et contrairement à ce qu'on pourrait faire croire à l'opinion publique, l'agriculture, disons l'agriculteur au bois est conscient de ce problème et tout à fait attentionné à ça. Justement, Laure Perrier, vous êtes responsable filière à la Chambre d'agriculture. Alors on le voit, il y a un contexte européen où les agriculteurs doivent se préoccuper d'environnement. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays du monde, on va dire. On pourrait dire qu'il y a quelque part une concurrence déloyale entre agriculteurs français et européens qui doivent quelque part se préoccuper d'environnement et d'autres qui n'ont pas les mêmes obligations. Comment s'est perçue cette démarche de développement durable chez les agriculteurs? Alors déjà, pour être clair, les questions environnementales ne concernent pas que l'énergie. Il y a bien sûr la qualité de l'eau, la biodiversité, donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus large. Alors, le protocole de Kyoto, je pense à ça, avait déjà un petit peu révolté quelque part les agriculteurs, voyant les États-Unis ne prenant pas d'objectifs précis, qualitatifs et quantitatifs. Et puis, quelque part, ce qui a suivi ensuite, donc Copenhague et Cancun, n'a pas été très satisfaisant. Alors, pour autant, les agriculteurs sont quand même des citoyens comme tout le monde, donc comprennent tout à fait qu'il faille contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Ça va dans leur sens, d'ailleurs ils le font quelque part quand ils
produisent des biocarburants. C'est une façon aussi de procéder. Ils sont soucieux de toute façon de baisser aussi leurs coûts de production, donc baisser les coûts énergétiques, ça en fait partie. Quand ce sont des contraintes supplémentaires qui créent des coûts de production qui augmentent, évidemment c'est un petit peu plus compliqué à faire passer. Donc on le voit, Christian, l'économie d'énergie, c'est quand même au cœur des préoccupations, on va dire, des agriculteurs. Juste à Kyoto, tout de même. Donc dépendance énergétique, émissions de carbone, tout ça, c'est quand même des sujets ardus. Alors pour que des actions concrètes se réalisent, il faut savoir que Conseil régional, ADEME et Chambre d'agriculture de l'Aube travaillent ensemble. En fait, pour l'Aube, 2 postes ont été financés. Et je propose de mieux comprendre ce travail en synergie grâce à un reportage réalisé à Châlons, en Champagne, par Damien Ardois. Aujourd'hui, dans l'Aube, les 2 postes de chargés de mission sont le fruit d'un partenariat parmi les acteurs, la Chambre d'agriculture, l'ADEME, l'organisme public en charge notamment de la question de l'énergie, et le Conseil régional. Ça se traduit pour nous par une aide financière ou par la prise en charge d'un certain nombre de missions d'information. Les chargés de mission, par exemple, que nous finançons pour les chambres d'agriculture sont là d'abord pour informer les exploitants sur toutes les opportunités qui sont offertes. Plus globalement, cette stratégie s'inscrit dans une volonté politique générale de la région en faveur de la création d'emplois et en faveur d'un modèle de développement qu'on appelle le développement durable. Ce partenariat, cette mutualisation des compétences et des financements, c'est donc du donnant-donnant pour chacune des structures participantes. Ça concilie la rentabilité et la création d'emplois, la rentabilité et la modernisation des installations avec un souci de préservation de l'environnement. Donc c'est gagnant sur tous les tableaux. On peut dire que c'est donnant-donnant dans la mesure où chacun poursuit de cette façon ses missions et en contrepartie verse une partie des frais de fonctionnement de ce chargé de mission. Et pour mettre en place efficacement sur le terrain le dispositif, l'ADEME et le Conseil régional de Champagne-Ardenne travaillent en synergie avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Il est clair que la Chambre d'agriculture, c'est un interlocuteur auquel on pense en premier lieu. La Chambre d'agriculture connaît bien les acteurs, donc des agriculteurs. Elle connaît le milieu rural, elle connaît le contexte, elle connaît les techniques. Donc évidemment, pour approcher le monde agricole, je pense qu'il n'y a pas un meilleur interlocuteur. Donc c'est pour ça que nous, on s'est adressé à elle. Dans le département, le partenariat porte ses fruits. À l'échelle régionale, l'Aube représente même à elle seule plus de 40% des initiatives et des dossiers des agriculteurs concernant les économies d'énergie et les bioénergies. Laure Perrier, là on le voit dans le reportage, tout le monde s'est uni pour étudier et travailler sur les économies d'énergie dans l'agriculture. Mais comment expliquer que l'Aube soit finalement un peu leader dans le domaine de la gestion de l'énergie dans l'agriculture ? Eh bien, je ne pense pas que nous soyons leaders. Les autres départements le font aussi. Je pense que la référence que faisait le président Bachy est tout simplement le fait que de nombreux investissements ont été financés sur le département de l'Aube, tout simplement parce que nous avons de gros projets structurants, donc peut-être ce qui nous différencie. Et donc ça a permis de lancer, alors pas très rapidement, mais en tous les cas de lancer le processus sur l'énergie. Alors François Gentil, vous êtes porteur de projet, puisque vous êtes chargé de mission pour le plan énergie-climat, pas à Kyoto, mais un pays d'Armance. Alors vous défendez un projet de méthanisation. Alors j'ai envie de comprendre quel est le lien avec le monde agricole et surtout comment ça marche. Alors en fait, effectivement, sur le pays d'Hôte et pays d'Armance, il y a une étude qui a été mise en place pour en fait réussir à identifier les potentialités de méthanisation qui existent sur le territoire. Donc on est vraiment rendu aux prémices en fait, du projet. C'est une étude qui a été réalisée par la Chambre d'agriculture en 2010 et qui a justement révélé le fait qu'il y a des potentialités de méthanisation sur le territoire. Le méthane, c'est un gaz, mais comment on produit le méthane ? Alors comment on produit le méthane ? C'est un processus technique assez long. En fait, il vient des déchets agricoles qu'on va stocker pendant plusieurs mois et qui vont produire du méthane après de longs mois et puis qui vont pouvoir aussi produire ce qu'on appelle du digestat qui pourra être réutilisé sur les sols exactement, qui vont permettre d'augmenter toutes les qualités agronomiques du sol. Et ces déchets actuellement, on a fait quoi en un mot ? Ces déchets agricoles, ils servent à quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, pour l'instant, on ne sait pas quoi en faire. C'est justement le problème. Voilà. Et ça serait l'intérêt de la méthanisation, ça serait de pouvoir les réutiliser, les recycler en fait. Pour faire de l'énergie. Voilà, tout à fait. Alors là, il y a un intérêt écologique, mais moi, dans ma tête, j'y vois un intérêt économique. Est-ce que ce serait une opportunité pour créer de l'emploi dans l'environnement rural, dans un monde rural ? Oui, alors déjà, je pense tout d'abord, ça permet de maintenir un emploi rural. Donc, c'est vrai que sur des territoires des fois qui peuvent être en déprise agricole, ça permet justement de pouvoir maintenir de l'emploi rural. Et puis en plus, ça permet de diversifier l'activité des agriculteurs. Et puis sur des projets, je dirais, de plus grande importance, de taille plus importante de méthanisation, ça permet aussi de pouvoir créer de nouveaux emplois. Parce que c'est vrai que gérer une unité de méthanisation, ça demande du temps. C'est un investissement assez important et donc ça peut créer des emplois effectivement à ce niveau-là. Aussi par rapport au transport, par exemple, le transport des déchets agricoles jusqu'au lieu de méthanisation. Alors Françoise Zieser, pour bien comprendre, on habite tous un foyer, on voit à peu près sa consommation d'énergie, mais pour un agriculteur, prenons le cas d'un tracteur par exemple, il laboure. Quelle est la différence de consommation de carburant si je laboure à 10 cm en profondeur et si je laboure à 30 ? Est-ce que c'est important comme différence ? Ah oui, tout à fait, oui. Bon, on peut considérer qu'un travail sur 10 cm, on va consommer environ 10 litres de fuel à l'hectare, alors que si on travaille avec un labour ou un autre outil à 30 cm, on va consommer, disons, d'un ordre de 30 à 40 litres. Donc ça fait quand même une incidence importante, hein. C'est de l'ordre de 20 € de l'hectare. Donc sur une ferme moyenne du département de 140 hectares, vous voyez, c'est tout de suite un budget de 2800 €. Alors en plus, il faut parfois rajouter aussi l'usure du matériel, le rejet aussi de carbone, parce que c'est quand même important. Bon, c'est vrai que c'est quand même particulier, il ne faut pas raisonner comme ça brut, à l'état brut, parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça. Hein, on comprend que c'est à la fois un enjeu économique, à la fois un enjeu écologique. Quoi. Les deux sont liés quand même. Tout à fait, ça a beaucoup d'incidences agronomiques aussi. Oui. Et je vois en écoutant nos invités que gérer sa consommation d'énergie, c'est quand même un peu une affaire de spécialiste. Effectivement. Il faut bien se renseigner. Quoi. Et justement, c'est pour cela que la mission diagnostic énergétique a été créée. Alors la chargée de mission accompagne les agriculteurs pour effectuer un bilan de la consommation d'énergie, mais aussi de la production d'énergie. Et je propose de voir comment et aussi quel intérêt cela suscite parmi les professionnels. Pour établir un diagnostic énergétique, Cerise Contour récupère les données auprès de l'agriculteur. Ensuite, elle rapporte, entre autres, les litres d'essence, les kilos d'engrais et les tonnes de blé produites sur un même plan, une mesure énergétique. On mesure l'énergie produite sur l'exploitation et on peut ensuite évaluer le rapport entre l'énergie produite et l'énergie consommée. Pour 1 calorie consommée sur l'exploitation, on va produire 10 calories sous forme de céréales. L'agriculteur Cyril Leblanc est habitué au bilan comptable et aux mesures agronomiques. Le résultat de son diagnostic énergétique complète ses outils d'aide à la décision. Très détaillé, il prend en compte l'énergie nécessaire pour produire par exemple les engrais, ce qui réserve quelques surprises. Surpris oui, au niveau de l'importance de certains postes, notamment les fertilisants, qui représentent près de 70% de la consommation énergétique de l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui, je ne cultive que des céréales et colza, donc des cultures d'hiver. Les pistes d'amélioration seraient d'intégrer sur mon exploitation des cultures de printemps, qui sont, elles, peu consommatrices d'azote notamment. Avec 11 autres agriculteurs, Cyril s'est porté volontaire pour établir un diagnostic énergétique. Motivé par la protection de l'environnement et en particulier de l'eau, il a également constaté les hausses de prix de 70% pour les carburants et de 40% pour l'azote. Ce diagnostic lui permettra de devenir moins dépendant de ses consommations d'énergie. Donc on va voir le carburant, les engrais, le matériel agricole, etc. Donc tout ça, on va pouvoir déterminer la part de chacun de ces postes de consommation dans le total. C'est un premier niveau de résultat. Ensuite, on dispose de données à l'échelle nationale qui vont nous permettre de comparer les résultats de l'exploitation à une référence et donc de se situer pour dégager des marges de manœuvre. Et donc l'ultime étape, c'est de proposer des pistes d'action ou de réflexion. Près d'une dizaine d'actions d'amélioration sont proposées pour chaque diagnostic. Ici, l'élevage de poulets nécessite de réguler la température entre 28 et 30 degrés, même en hiver, d'où le choix d'une ventilation double flux pour économiser l'énergie.
avec la période où il a fait très froid, là, au mois de novembre, décembre. Par rapport à un autre bâtiment, on a économisé à peu près 1 tonne de gaz. J'ai surisolé mon bâtiment pour l'hiver, puisque j'ai pas un bâtiment de ce type-là, puisque je travaille avec le groupe Doux. Toutes les économies, fuel, chauffage au niveau du gaz, tout est important, quoi. De l'éco-conduite au réglage moteur, tout un panel de solutions sont proposées. De plus, le diagnostic énergétique permet d'accéder à des subventions lorsque des investissements sont nécessaires. Laure Perrier, on l'a vu dans le reportage, hein, c'est une vraie préoccupation des agriculteurs d'économiser de l'énergie, mais globalement, quels sont les moyens pour un agriculteur d'économiser de l'énergie dans sa ferme ? Alors je dirais que ça dépend quand même de la structure de sa ferme, hein, de son origine, son historique, là où elle est localisée. Je dirais pour les grandes cultures, Cerise Contou l'a bien dit dans le reportage, le poste carburant est quand même un poste important. Grâce à des réglages sur des bancs d'essai moteurs, grâce à des formations sur l'éco-conduite, on peut faire des améliorations assez immédiates. Après, il y a la question des engrais, et là, on va toucher un peu plus dans le dur, puisqu'en fait, il s'agit du système de production. Donc, en fait, consommer moins d'engrais signifie souvent introduire des cultures qui sont peu gourmandes en engrais, luzerne, chanvre. Donc là, c'est autre chose. Pour la viticulture, effectivement, des bâtiments thermorégulés sont un plus. Et puis pour l'élevage, tout simplement en élevage laitier, par exemple, quand on a introduit dans son élevage pour nourrir les animaux des concentrés qui viennent de l'extérieur, c'est très, comment dirais-je, très coûteux en énergie. Alors si on améliore finalement sa capacité, son alimentation sur l'exploitation, son autonomie, eh bien on baisse ses charges d'énergie. Donc vous voyez, en fait, la chose, c'est surtout des choses à la fois très faciles, des choses un petit peu plus compliquées parce qu'elles modifient vraiment la structure de l'exploitation. Alors on connaît tous le nom de chambre d'agriculture, on ne connaît pas forcément la mission. Est-ce que là c'est un bon exemple justement de la mission de la chambre d'agriculture, de cet accompagnement ? Ah oui, tout à fait. Déjà, tout simplement, le rôle d'une chambre est quand même de favoriser le développement et de permettre de préparer l'avenir. Donc, ne serait-ce que ça, voilà, l'énergie est une thématique importante. Et évidemment, notre rôle est à la fois, je dirais, d'informer à différents stades. Donc, informer, sensibiliser, accompagner les agriculteurs pour qu'ils ne se sentent pas isolés dans leurs projets et qu'ils puissent les mener au bout, en fait. Alors, François Gentil, on évoque des projets pour aller jusqu'au bout. Là, l'objectif, c'est d'éviter d'utiliser les énergies fossiles. On a parlé avec vous de méthanisation. Je suppose que c'est un investissement qui a un coût. Et au final, est-ce que ce sera rentable ? Est-ce que ce sera concurrentiel en termes de tarification de l'énergie ? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, pour un agriculteur, c'est forcément rentable, parce que ce sont des déchets agricoles, donc comme on disait tout à l'heure, dont on ne sait pas quoi faire, et qui vont pouvoir être vendus après méthanisation. Donc la chaleur ou l'électricité va être vendue à EDF ou à divers distributeurs d'électricité, et donc pour l'agriculteur, c'est forcément rentable. Par exemple, pour donner un chiffre sur l'étude qui a été faite sur Haute-Hermance, sur donc les effluents d'élevage qui ont été analysés. Sur 50 exploitations, on arrive au final à un résultat de 3,4 millions de mètres cubes de biogaz qui peut être valorisé. C'est-à-dire ça peut chauffer 250 foyers et on peut produire de l'électricité pour 1000 foyers. Donc c'est important. Mais mener un projet de méthanisation à l'échelle d'un territoire, hein, comme c'est le cas dans le Pays d'Hôte, ça semble assez complexe. Est-ce qu'on a toutes les compétences dans l'Aube pour réaliser ce projet ? Alors effectivement, la méthanisation, c'est assez nouveau aujourd'hui en France, contrairement à d'autres pays européens. Donc ça se développe. Aujourd'hui, on commence à avoir des compétences dans l'Aube. On a quand même différentes structures qui peuvent accompagner les porteurs de projets, donc les agriculteurs à mettre en place des projets de méthanisation. Donc déjà la Chambre d'agriculture, par exemple, qui va pouvoir apporter un appui, je dirais, technique. Nous, collectivités, on peut aussi apporter un appui plutôt administratif et financier, les aider dans les recherches de demandes de subventions, parce qu'il existe beaucoup de subventions face à ces coûts d'investissement qui sont assez lourds. Et puis il y a évidemment d'autres relais qui peuvent informer les agriculteurs sur l'Aube. Donc aujourd'hui ça commence à se développer et il existe plusieurs structures. Ouais. Christian, on va changer de braquet. On va parler toujours d'agriculture et d'énergie, mais là on va parler de production d'énergie de manière assez conséquente. Alors ça se fait déjà avec notamment le colza, et j'en perds ma voix, le colza qui est transformé en carburant. Mais en fait, on peut aller plus loin, il existe d'autres techniques moins polémiques peut-être. Je pense à tout simplement brûler le bois et la paille. Je pense également aux déjections animales qu'on vient d'évoquer à l'instant. Pour les transformer en gaz, par exemple. Effectivement. Et bref, je propose de voir des pistes et des projets qui ne manquent pas dans l'Aube. Et je propose de voir la mission bioénergie qui accompagne ces projets pour qu'ils deviennent une réalité.
Arnaud Bossis est chargé de mission depuis 4 ans à la Chambre d'agriculture. Il propose des ressources alternatives à l'usage du pétrole et du gaz. Nous avons aussi bien des projets concernant la paille, des projets qui sont destinés au biogaz et également des projets au niveau du bois énergie. Ces énergies renouvelables sont adaptées à tous les publics. Peu répandu, il accompagne les porteurs de projets afin de valider leurs choix, les aider à sélectionner les financements et les solutions matérielles. La mission bioénergie accompagne aussi bien des industries, donc je pense notamment à la société Carbonex de Gier-sur-Seine qui produit du charbon de bois. Et donc nous les accompagnons sur un projet de chaufferie, grosse chaufferie bois qui produit de la chaleur et de l'électricité grâce à de la biomasse. On accompagne également des collectivités, je pense notamment également à la commune de Chaours qui dispose d'une chaufferie bois et également nous accompagnons des agriculteurs, viticulteurs pour substituer leur énergie fossile par les bioénergies. Une démarche progressive car Arnaud Bossis veille à accompagner aussi bien les producteurs que les utilisateurs. Il y a 10 ans, on n'avait pas assez de fournisseurs bois. Et donc c'est ce qui pêchait un peu pour le développement de la filière. Aujourd'hui, on a suffisamment de ressources et également de fournisseurs bois. Ce qui nous manque actuellement, c'est des projets pour pouvoir consommer cette biomasse. Thomas est viticulteur. Il a choisi d'utiliser les sarments et souches de vigne pour chauffer ses 1200 mètres carrés d'entrepôt et réguler la température de ses cuves. Alors on a fait faire une étude avec la mission bioénergie à la Chambre d'agriculture, une étude de rentabilité, de faisabilité. Et donc il s'avère que notre investissement est rentabilisé sur 5 ans. La source, elle va venir donc de tout ce qui est déchets de taille. On doit normalement pouvoir mettre également nos piquets en bois dans les rayons d'Andin. Puis également tout ce qui, quand on arrache des vignes, bon on n'arrache pas des vignes non plus tous les ans, mais quand on arrache tous les 5 ou 10 ans, ça fait un apport assez important de matériaux. Après, on pourra éventuellement compléter nos apports avec des achats de bois déchiquetés qui vont se mettre en place là dans l'année. Une solution qui permet de faire vivre une entreprise locale. Implantée à Courteron, elle propose un package qui passe par la récolte des sarments, le déchiquetage et la mise en place de chaufferies. On s'est aperçu aussi que beaucoup de viticulteurs étaient propriétaires de broyeurs ou broyeurs récupérateurs, mais n'avaient pas de solution finale pour l'utiliser. Donc maintenant qu'ils savent quoi en faire, je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Ici, ce projet de 40 000 € a été subventionné à hauteur de 15 000. Un objectif, éviter d'utiliser les énergies fossiles. François Zieser, en matière de production d'énergie par les agriculteurs, on a l'impression qu'on sort de la période prototype, entre guillemets, et que les agriculteurs deviennent véritablement à part entière des producteurs d'énergie. C'est ça la réalité, c'est que c'est vraiment ancré maintenant dans la tête des agriculteurs? Oui, tout à fait. Je crois que les biocarburants maintenant, donc, ils sont quand même utilisés très couramment. Donc c'est des biocarburants de première génération. La deuxième va bientôt sortir et même la troisième génération est déjà en réflexion de toute façon. Donc, et je crois que l'agriculteur c'est vraiment un acteur du territoire et du vivant. Donc on est en permanence producteur d'énergie renouvelable. Donc je crois que le but c'est pas forcément de se substituer au tout pétrole, mais c'est devenir les rois du pétrole, non, c'est pas. Non. Même si on dit que c'est des fois le pétrole vert, mais je crois que simplement on va être une des sources. L'agriculture sera une des sources simplement d'approvisionnement en énergie. Même s'il faut faire attention, bien souvent, nous, on a un petit peu la crainte qu'on dérive un petit peu vers et qu'il y a des manques au niveau de l'alimentation mondiale. Oui. Et ça, je crois que c'est un peu ce qu'on veut faire croire, alors que c'est pas du tout le cas. Quand même. Et Laure Perrier, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Aube des projets, je dis bien des projets de grande ampleur pour l'utilisation de biomasse, de paille, de déjection et que sais-je encore? Alors, je ne vais pas vous donner de scoop parce qu'on est quand même tenu à une certaine entre guillemets confidentialité. Néanmoins, on peut au moins parler de choses. Il y a évidemment le projet de réseau de chaleur des Chartreux qui est quand même très important, dans lequel nous sommes assez impliqués, qui est un projet finalement qui consommera à la fois du bois, de la paille, des déchets fermentescibles. Enfin là, on a vraiment quelque chose d'assez complet et très lourd, très important. Et puis, par exemple, des projets comme à Gier-sur-Seine, l'entreprise Carbonex qui travaille justement
et qui est en train de chercher la biomasse la mieux adaptée pour pouvoir fonctionner. Ça concerne à la fois finalement des porteurs qui sont des entreprises, des agriculteurs, des bailleurs sociaux, des collectivités et avec des niveaux, enfin des tailles assez différentes. Donc je crois, on a fait le point 10 projets qui sont en cours et qui avancent vraiment très très régulièrement et 14 qui attendent de pouvoir avancer. Mais vous êtes en train de nous dire qu'il y a encore des grands projets, encore un peu secrets, mais qui peuvent encore faire de l'Aube. Je ne dis pas qu'ils sont secrets, je dis que ce n'est pas moi qui vous en parlerai. Mais si, vous retournerez dans un prochain Terre de l'Aube pour faire le point justement sur tous ces projets d'économie d'énergie et de production d'énergie dans l'agriculture. On a appris beaucoup de choses encore, Christian, dans cette émission. Merci pour la préparation de cette émission. Merci à nos invités d'avoir été présents. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Terre de l'Aube.